Je m'appelle Nathalie, j'ai 27 ans aujourd'hui, mais il m'arrive encore de me réveiller avec des sueurs froides en me rappelant ce jour où j'avais 13 ans. Mes parents m'ont abandonnée à la gare de Greenfield, à 200 miles de chez moi, en riant au volant. Voyons voir si elle est vraiment intelligente. Trouve le chemin de la maison, génie. Cette blague n'était pas seulement une farce qui avait mal tourné. C'est le jour où j'ai réalisé que ma famille était irrémédiablement brisée. Ce qu'ils ignoraient alors, c'est que leur petit jeu d'abandon leur coûterait finalement tout, y compris leur précieux enfant en or. Avant de continuer à partager l'expérience la plus dévastatrice de mon enfance, je suis curieuse de savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Cette histoire familiale a façonné la personne que je suis aujourd'hui, et je sais que beaucoup d'entre vous ont leur propre histoire de traumatisme familial. Et si vous vous êtes déjà senti trahi par ceux qui auraient dû vous protéger? Appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires vraies sur la dynamique familiale, la justice et la guérison de la part de ceux qui sont censés nous aimer inconditionnellement. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, avant ce jour fatidique à la gare où ma famille soi-disant parfaite a montré son vrai visage. Dès l'extérieur, nous étions la famille parfaite que tout le monde enviait dans notre quartier de banlieue du Connecticut. Notre maison coloniale se dressait fièrement sur Maple Avenue. Avec sa pelouse soignée et ses décorations saisonnières que ma mère, Hélène, changeait méticuleusement à chaque fête. Mon père, Richard, conduisait une élégante Mercedes noire pour se rendre à son prestigieux cabinet d'avocat où il travaillait en tant qu'avocat d'affaires, rapportant à la maison le genre de salaire qui nous permettait de nous abonner à un country club et de partir chaque année en vacances en Europe. Ma mère n'était pas seulement une femme au foyer. Elle menait une brillante carrière d'agent immobilier, vendant des propriétés d'1 million de dollars à d'autres familles aisées désireuses de rejoindre notre communauté exclusive. Sa rutilante Range Rover blanche, dont les plaques d'immatriculation personnalisées indiquaient Hélène S. Sells, était presque aussi reconnaissable en ville que ses cheveux blonds parfaitement mis en valeur et ses tenues de créateur. Puis il y avait mon frère Trevor. À 17 ans, il était tout ce que mes parents avaient toujours voulu pour un enfant. Capitaine de l'équipe de lacrosse, candidat au titre de roi, il affichait un sourire charmant qui lui permettait d'éviter les ennuis dans lesquels il se retrouvait parfois. Les murs de sa chambre étaient couverts de trophées, de médailles et de photos d'équipe. Le sous-sol était pratiquement un sanctuaire de ses exploits sportifs, mon père ayant construit des étagères spéciales pour exposer toutes les récompenses que Trevor avait reçues, y compris les trophées de participation de l'école maternelle. Puis il y avait moi, Nathalie, le deuxième enfant. Celle qui n'est pas prise en compte. Pendant que Trevor gagnait des jeux et des concours de popularité, je gagnais des concours scolaires. J'avais sauté le CM2 en raison de mes résultats au test et je suivais déjà des cours de niveau avancé en 5e année. La science était ma passion. Le tableau périodique me fascinait plus que n'importe quelle émission de télévision, et j'avais déjà décidé que je voulais devenir chercheur scientifique. Peut-être même travailler un jour pour la NASA. Rien de tout cela n'impressionnait mes parents. Un autre atout? C'est normal, non, disait mon père en jetant à peine un coup d'œil à mon bulletin avant de se replonger dans son journal. L'intelligence des livres n'est pas l'intelligence du monde réel, Nathalie. Voyons comment tu te débrouilleras quand tu devras interagir avec des gens au lieu de te contenter de livres. Pendant ce temps, Trevor rentrait à la maison avec des C+ et s'offrait une glace. Un C+ en calcul? C'est mon garçon. Les athlètes n'ont pas besoin de maths de toute façon. Cela mérite d'être fêté. Le double standard était si flagrant qu'il en était presque comique. Presque. Je me souviens encore de la foire scientifique de l'État où mon projet sur l'énergie durable a remporté la première place. J'avais passé des mois à faire des recherches, à construire et à perfectionner un système d'énergie solaire à petite échelle qui pouvait charger plusieurs appareils simultanément. Les juges ont été tellement impressionnés qu'ils m'ont suggéré de m'inscrire à un programme d'été spécial du MIT pour les élèves doués. Je suis rentrée à la maison en serrant mon ruban bleu et mon certificat, le cœur battant d'excitation. Maman, papa. J'ai gagné l'État. Les juges ont dit que mon projet pourrait se qualifier pour les championnats nationaux. Ma mère a levé les yeux de sa liste de biens immobiliers. C'est bien, chérie. Tu as vu le courrier? Je crois qu'il y a quelque chose qui vient du camp de crosse de Trevor. Le soir même, Trevor est rentré à la maison avec un trophée de participation à un tournoi de crosse que son équipe avait perdu au premier tour. Mes parents ont immédiatement proposé un dîner en famille au Castellano, le restaurant italien le plus chic de la ville. Notre fils mérite d'être fêté,
a annoncé mon père. Comme si je n'étais même pas dans la pièce. Pendant le dîner, ils ont passé tout le temps à discuter des jeux de Trevor dans le match, malgré la défaite. Ma victoire à l'Expo Science n'a pas été mentionnée une seule fois. Lorsque le serveur a demandé si nous fêtions quelque chose de spécial, mon père a fièrement répondu, les exploits sportifs de notre fils. Je suis resté assis à pousser des pâtes dans mon assiette, invisible. Ce n'était pas un incident isolé. C'était la dynamique de notre famille. Ma mère a permis à mon père d'adopter un comportement autoritaire, et Trevor, voyant que cela lui profitait, a commencé à l'imiter. Il a appris très tôt qu'il pouvait s'en sortir avec n'importe quoi alors que j'étais critiquée pour les plus petites infractions. Tiens-toi droite, Nathalie. Ne lis pas à table, Nathalie. Pourquoi ne peux-tu pas être plus extravertie comme ton frère, Nathalie? Cette tenue te donne l'air maladroit, Nathalie. Personne n'aime tout savoir. Nathalie. Mes seuls alliés étaient mes grands-parents, en particulier les parents de mon père qui vivaient à proximité. Grand-mère Éléanore m'invitait souvent à prendre le thé et à manger des biscuits, créant ainsi un espace sûr où je pouvais parler de mes centres d'intérêt sans être moquée ou rejetée. Ton esprit est un don, Nathalie, me disait-elle, les yeux brillants de chaleur. Ne laisse personne éteindre ta lumière. J'ai remarqué qu'elle fronçait légèrement les sourcils lorsque mes parents faisaient des commentaires dédaigneux sur mes réussites ou lorsqu'ils prodiguaient des éloges excessifs à Trevor pour des efforts minimes. Elle voyait le traitement injuste mais semblait hésiter à intervenir directement. J'ai appris plus tard qu'elle avait essayé d'en parler à mon père une fois, mais qu'elle s'était heurtée à une fin de non-recevoir. Et elle lui avait apparemment dit, ne me dis pas comment élever mes enfants. Mère. Nous veillons à ce que Nathalie ne grandisse pas dans le droit chemin. Le monde réel ne va pas la dorloter comme tu le souhaites. Dans les semaines qui ont précédé ces vacances d'été, la tension est montée d'un cran dans notre maison. J'avais commencé à remettre en question la dynamique familiale plus ouvertement, demandant pourquoi Trevor était autorisé à rester dehors après le couvre-feu alors que je devais être rentrée à 8 heures, ou pourquoi il avait reçu un nouvel ordinateur portable pour avoir obtenu AB- alors que j'utilisais toujours un ordinateur obsolète malgré mes notes parfaites. Parce que la vie n'est pas juste, disait mon père. Plus tôt tu l'apprendras, mieux ce sera. J'étais loin de me douter à quel point mes parents avaient l'intention de rendre la vie injuste. Les vacances d'été étaient enfin arrivées, apportant avec elle la tradition annuelle de rendre visite à la sœur de ma mère dans le Vermont. Tante Patricia vivait dans une charmante ferme près de Burlington et, malgré les tensions à la maison, je me réjouissais du voyage. Tante Patricia était différente de ma mère, plus chaleureuse, plus attentive, et elle avait toujours des livres intéressants qui m'attendaient lors de nos visites. Le matin de notre départ, j'ai fait ma valise avec soin, en prenant soin d'y inclure les livres de ma liste de lecture d'été et mon journal. Trevor, comme d'habitude, était en retard, jetant des objets au hasard dans son sac de sport à la dernière minute, tandis que mes parents attendaient patiemment. Dépêche-toi, Nathalie, appela ma mère en montant les escaliers. Alors que je me tenais déjà dans l'entrée avec mon sac bien rangé. Nous t'attendons. Les 4 heures de route ont commencé par l'habituelle dispute au sujet des places assises. Bien qu'il ait 4 ans de plus que moi et qu'il soit nettement plus grand, Trevor réclame le siège passager avant. J'ai le mal des transports à l'arrière, se plaignait-il, bien que ce mal miraculeux ne semble jamais l'affecter lorsqu'il roule avec des amis. Mon père l'a immédiatement soutenu. Trevor a besoin d'espace pour ses jambes, Nathalie. Ne fais pas le difficile. Je me suis donc retrouvée sur la banquette arrière, serrée à côté des sacs supplémentaires de Trevor, car le coffre était prétendument plein. Mon père contrôlait la radio, passant d'une émission sportive à un classique rock qu'il était le seul à apprécier. Toute demande de ma part pour changer de station était accueillie par des soupirs et des commentaires sur la nécessité de s'adapter aux préférences de chacun. Tout le monde. C'est-à-dire tout le monde sauf moi. Environ 3 heures après le début du voyage, nous avons quitté l'autoroute pour entrer dans une petite ville que je ne reconnaissais pas. Nous devons faire une halte, a annoncé mon père. Il y a une gare ici avec des toilettes propres. En plus, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Et la gare s'appelait Greenfield, un arrêt pittoresque mais clairement rural qui, d'après le tableau des horaires, ne semblait desservir que quelques trains par jour. Elle était plus ancienne, avec des bancs en bois et de grandes fenêtres donnant sur la voie unique. Seule une femme âgée en uniforme d'agent de gare était visible derrière un guichet. 15 minutes, a dit mon père, alors que nous sortions tous de la voiture. Allez aux toilettes et prenez un en-cas si vous en avez besoin. Je me suis d'abord rendu aux toilettes,
puis j'ai parcouru la petite boutique de souvenirs, achetant une carte postale que j'enverrai à ma meilleure amie Emma lorsque nous arriverons à Ampatricius.je. Me suis ensuite dirigé vers une grande carte montrant les itinéraires des trains régionaux, fasciné par le réseau complexe de lignes reliant les différentes villes. J'étais tellement absorbé par la carte que je n'ai pas remarqué tout de suite le calme inhabituel qui régnait dans la gare. En me retournant, j'ai ressenti un éclair de confusion. Ma famille n'était nulle part. Maman, papa, j'ai appelé, pensant qu'ils étaient peut-être dans une autre partie du bâtiment. Je n'ai pas eu de réponse. Un sentiment de malaise a commencé à me gagner et j'ai marché rapidement jusqu'à l'entrée principale. À travers les grandes baies vitrées, j'ai vu notre voiture familiale sortir du parking. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé qu'il devait y avoir une erreur. Peut-être était-il en train de repositionner la voiture ? Puis j'ai vu le visage de mon père à travers la fenêtre du conducteur. Il riait. Ma mère était animée sur le siège passager, faisant des gestes d'excitation. Trevor était penché en avant depuis le siège arrière, pointant dans ma direction tandis que la voiture accélérait vers la sortie. Mon père a baissé sa vitre et a crié, sa voix portant sur le parking presque vide. Voyons à quel point elle est intelligente. Trouve le chemin de la maison, génie. La voiture a disparu sur la route principale, me laissant là, figé dans l'incrédulité. Ce n'est pas possible. Les parents n'abandonnent pas leurs enfants dans des gares au hasard, à 200 miles de chez eux. Ils ne le font tout simplement pas. Mais c'était le cas du mien. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler quelqu'un. N'importe qui. Il n'était pas dans ma poche. J'ai vérifié frénétiquement toutes mes poches. Puis je me suis souvenu que mon père avait récupéré nos téléphones ce matin-là. En disant qu'il voulait un voyage en famille sans appareil. Il avait le mien. Ils avaient planifié cela. J'ai couru dehors, espérant irrationnellement qu'il reviendrait, que ce n'était que quelques minutes de cruauté avant qu'il ne revienne, riant de ma panique. 5 minutes se sont écoulées. Puis 10. Il ne revenait pas les mains tremblantes, j'ai vérifié mon portefeuille. 20 $. C'était tout. Loin d'être suffisant pour un billet de train ou de bus jusqu'au Connecticut. Vous allez bien, ma chère ? La vieille employée de la gare s'était approchée sans que je m'en aperçoive. Son badge indiquait Martha, et son visage aimable était plissé par l'inquiétude. Je réponds automatiquement, je vais bien, mais l'embarras m'envahit. Comment pouvais-je expliquer que mes propres parents venaient de m'abandonner comme s'il s'agissait d'une sorte de test malade ? Ma famille sera bientôt de retour. Ils veulent juste prendre quelque chose. Martha n'a pas l'air convaincue. Ils sont partis assez vite pour des gens qui ont l'intention de revenir tout de suite. J'ai senti les larmes menacées et je les ai repoussées. Pleurer ne servirait à rien, et je refusais de m'effondrer devant un étranger. C'est un jeu, ai-je menti, ma voix sonnant creux même à mes propres oreilles. Cache-cache. C'est une tradition familiale. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai au comptoir, dit Martha, ses yeux reflétant toujours l'inquiétude. Le prochain train n'est pas avant 3 heures, juste pour que vous le sachiez. Alors qu'elle s'éloignait, la réalité de ma situation commença à m'apparaître. J'étais bloqué dans une ville dont je n'avais jamais entendu parler, avec très peu d'argent. Pas de téléphone et aucun moyen immédiat de rentrer chez moi. Mes parents m'avaient délibérément mis en danger pour me donner une leçon tordue. J'ai trouvé une cabine téléphonique et j'ai essayé d'appeler le numéro de notre maison en PCV, mais personne n'a répondu. J'ai essayé le numéro de ma grand-mère, mais je n'arrivais pas à m'en souvenir correctement sans mes contacts téléphoniques. Après 3 tentatives infructueuses, j'ai abandonné. En ouvrant mon sac à dos pour évaluer mes ressources, j'ai découvert qu'on m'avait gentiment préparé quelques barres de céréales. Une petite bouteille d'eau et un mot écrit de la main de ma mère. Utilise ton grand cerveau. On se reverra quand tu auras trouvé la solution. N'appelle pas à la maison. C'est de la triche. Ils avaient enlevé mes livres et mon journal pour les remplacer par ces maigres fournitures. Cela confirmait ce que je savais déjà. Ce n'était pas impulsif. Ils avaient prévu de m'abandonner depuis le début. Alors que les heures passaient et qu'aucune voiture familiale ne réapparaissait, l'attitude professionnelle de Martha laissa place à une véritable inquiétude. Chérie, je ne veux pas être indiscrète, mais es-tu sûre que tout va bien ? Cela fait 3 heures.
Le poids de la situation m'a finalement fait perdre mon sang-froid. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage lorsque j'ai dit à Martha la vérité, que mes parents m'avaient délibérément laissé ici comme une sorte de test ou de punition. Qu'ils avaient pris mon téléphone et que je n'avais aucun moyen de rentrer chez moi. Ils ont dit que c'était une blague, ai-je dit, la voix brisée. Ils ont dit qu'ils voulaient voir si j'étais aussi intelligente que je le pense. Le visage de Martha est passé de l'inquiétude à l'indignation. Ce n'est pas une blague, ma chère. C'est de la mise en danger d'enfants. Je devrais appeler la police tout de suite. Non, l'idée d'une intervention de la police me terrifie plus que le fait d'être bloqué. S'il te plaît, ne le fais pas. Ils seront tellement en colère. Ils diront que j'ai réagi de façon excessive, que j'aurais dû me débrouiller toute seule. Martha hésite, visiblement partagée entre le respect de mes souhaits et la nécessité de faire ce qu'elle pense être juste. Au moins, laissez-moi vous aider à trouver un moyen de rentrer chez vous en toute sécurité. Où habitez-vous? Lakeshire, Connecticut, ai-je répondu en essuyant mes larmes. C'est à environ 200 miles d'ici. Martha fronce les sourcils. 200 miles? C'est pas vrai. À quoi pensait-il? Pour la première fois de la journée, j'ai senti que quelqu'un était de mon côté. Martha m'a fait passer derrière le guichet, m'a fait asseoir sur sa chaise et m'a tendu une boîte de mouchoirs et une bouteille d'eau provenant de sa glacière personnelle. Tout d'abord, dit-elle d'une voix douce mais ferme, il faut que tu comprennes quelque chose, Nathalie. Il faut que tu comprennes quelque chose, Nathalie. Ce que tes parents ont fait n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les parents n'abandonnent pas leurs enfants pour les tester. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Malgré tout, une partie de moi avait continué à leur trouver des excuses, à croire qu'il s'agissait peut-être d'un amour vache. Que je réagissais peut-être de manière excessive. Mes parents ont toujours été plus durs avec moi qu'avec mon frère. Je me suis retrouvée à expliquer. Ils disent que c'est parce que je suis plus intelligent, que je devrais être capable d'en faire plus. Que je dois me préparer au monde réel. L'expression de Martha s'est adoucie avec tristesse. Le monde réel peut être difficile. C'est vrai. Mais la famille est censée être votre refuge, pas un autre endroit où vous devez prouver votre valeur. Elle sort une carte et commence à vérifier les horaires des trains et des bus sur son ordinateur. Un billet jusqu'au Connecticut coûterait environ $80, ce qui est plus que ce que vous avez. Mais il faut penser stratégiquement. Pendant 1 heure, Martha et moi avons élaboré un plan. La gare disposait d'une boîte d'objets trouvés contenant un chargeur de téléphone non réclamé. Que Martha m'a permis d'utiliser avec son vieux téléphone à clapet pour essayer d'appeler à nouveau ma grande H-mère. Je n'arrivais toujours pas à me souvenir correctement du numéro. J'ai une idée, dit soudain Martha. Mon petit-fils Connor rentre ce soir à Boston pour ses cours d'été. C'est à peu près à mi-chemin du Connecticut. Si vous pouvez aller jusqu'à Boston, il y a des options de bus moins chères à partir de là. Elle a passé un coup de fil rapide et je l'ai entendu expliquer la situation à voix basse et de manière urgente. Lorsqu'elle a raccroché, elle souriait. Connor sera là dans 1 heure. C'est un bon garçon, il étudie l'ingénierie au MIT. Il peut vous conduire à Boston. Pendant que nous attendions, Martha a partagé avec moi quelques-uns de ses sandwichs maison et m'a raconté sa propre enfance auprès d'un père difficile. C'était un militaire qui pensait que les enfants devaient être vus et non entendus. Dit Dachel. Il m'a fallu des années pour comprendre que son traitement ne concernait pas mes défauts, mais les siens. Certains parents, Nathalie, sont tout simplement incapables de donner à leurs enfants ce dont ils ont besoin. Lorsque Connor est arrivé, j'ai été frappée par la colère qu'il a immédiatement manifestée en entendant toute l'histoire. Contrairement à sa grand-mère, il n'a pas essayé de cacher son indignation. C'est n'importe quoi, a-t-il dit sans embâche. Et si j'ai un jour des enfants, je ne ferai jamais une chose pareille. Connor était grand, avec des yeux bienveillants et une casquette des Boston Red Sox. Il a débarrassé son siège passager de ses manuels scolaires et m'a aidé à monter dans sa voiture. Une Honda déglinguée qui avait connu des jours meilleurs. Ma grand-mère m'a élevée après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 7 ans. Il m'a expliqué pendant que nous roulions. Elle travaillait 2 fois plus comme infirmière et ne manquait jamais un événement à l'école. C'est ce que la famille est censée faire, se montrer les uns pour les autres. Le contraste entre l'expérience de Connor avec sa grand-mère et la mienne avec mes parents était saisissant et douloureux. Pendant les 3 heures de route jusqu'à Boston, nous avons parlé de tout, de la science par exemple.
Il était impressionné par mes connaissances en astronomie, en musique, et par ce que c'était que de grandir avec une perte par rapport à grandir avec un amour conditionnel. Il a reconnu que les deux sont difficiles à vivre de manière différente. Mais au moins, j'ai toujours su que ma grand-mère me soutenait à 100%. Lorsque nous sommes arrivés à la gare routière de Boston, Connor a insisté pour acheter mon billet pour le Connecticut, malgré mes protestations. Je suis un étudiant fauché, mais pas à ce point, dit-il fermement. De plus, ma grand-mère me tuerait si je ne m'assurais pas que tu rentres à la maison en toute sécurité. Il a attendu avec moi l'arrivée de mon bus, s'est assuré que j'avais bien noté son numéro de téléphone et m'a même donné la batterie de son téléphone d'urgence. Envoie-moi un SMS quand tu rentres saine et sauve, d'accord ? Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je dis bien de quoi que ce soit. Appelle-moi. La gentillesse de ces étrangers, Martha et Connor, comparée à la cruauté de ma propre famille m'a fait monter les larmes aux yeux. Le bus était presque vide lorsque je suis montée. J'ai trouvé un siège près de l'avant et j'ai regardé les lumières de la ville s'éteindre tandis que nous nous dirigions vers le sud, vers le Connecticut. Environ 1 heure après le début du voyage, un couple de personnes âgées est monté à bord à l'arrêt Worcester. Comme il y avait beaucoup de sièges libres, j'ai été surprise quand ils ont demandé s'ils pouvaient s'asseoir près de moi. Une jeune fille ne devrait pas voyager seule à cette heure-ci, a dit la femme avec gentillesse. Elle s'est présentée comme Hélène Miller et son mari comme George. Madame Miller m'a fait penser à une grand-mère classique d'un livre d'histoire, avec ses cheveux argentés coiffés en chignon et ses lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour du cou. M. Miller était grande et mince, avec une moustache blanche hérissée et des yeux doux. Lorsque Madame Miller m'a offert un biscuit fait maison dans une petite boîte, je me suis surprise à leur raconter mon histoire. Je n'avais pas prévu de le faire. Les mots sont sortis tout seuls, peut-être parce que j'étais épuisée, peut-être parce qu'ils me rappelaient ce que les grands-parents devraient être. Madame Miller écoutait attentivement, échangeant de temps à autre un regard avec son mari. Lorsque j'ai eu terminé, elle a pris ma main dans la sienne. J'ai été conseillère scolaire pendant 35 ans avant de prendre ma retraite, dit-elle. Ce que vous décrivez, Nathalie, c'est de la violence psychologique, le favoritisme, le rejet de vos réussites, et surtout cet abandon. Ce ne sont pas des méthodes parentales normales. Entendre le mot « maltraitance » appliqué à ma situation m'a choquée. Dans mon esprit, la maltraitance était synonyme d'échymose et d'os cassés, et non de manipulation émotionnelle et de négligence. Mais ils subviennent à mes besoins. J'ai protesté chaque semaine. J'ai de la nourriture, des vêtements, une belle maison. Les besoins émotionnels sont tout aussi importants que les besoins physiques, a déclaré Monsieur Miller avec douceur. Et d'après ce que vous nous avez dit, ces besoins ne sont pas satisfaits. Madame Miller a fouillé dans son sac à main et en a sorti une carte de visite. C'est le numéro d'un centre de conseil familial à Hartford. Ils ont des ressources pour les jeunes en situation familiale difficile. Monsieur Miller ajoute, et voici mon téléphone portable. Voulez-vous essayer de rappeler votre grand-mère ? Vous avez dit qu'elle vous avait soutenu. Cette fois, le stress du danger immédiat étant passé, j'ai pu me souvenir correctement du numéro de grand-mère Eleanor. Lorsqu'elle a répondu, sa voix était chargée de sommeil. Il était plus de minuit. Mais elle est devenue tout à fait alerte dès qu'elle a réalisé que c'était moi. Nathalie ? Chérie, où es-tu ? Tes parents ont appelé il y a quelques heures pour dire que tu restais chez un ami ce soir. Le mensonge ne m'a pas surprise, mais il m'a quand même blessée. J'ai expliqué ce qui s'était passé, en essayant de garder une voix stable. La réaction de ma grand-mère a été immédiate et féroce. Quel bus prends-tu ? Quel est le prochain arrêt ? Je viens te chercher tout de suite. Monsieur Miller a pris doucement le téléphone et a parlé à ma grand-mère, lui expliquant où le bus s'arrêterait ensuite et lui donnant rendez-vous. Lorsqu'il m'a rendu le téléphone, la voix de ma grand-mère était crispée par une colère contrôlée. Je serai là dans 45 minutes, Nathalie. Ne t'inquiète de rien. J'arrive. Les Miller sont restés avec moi jusqu'à ce que le bus atteigne l'arrêt prévu, une place de service juste à côté de l'autoroute. Ils ont attendu sur un banc avec moi, le bras de Madame Miller autour de mes épaules, jusqu'à ce que la voiture de grand-mère Eleanor s'arrête. Dès que je l'ai vue, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai couru vers elle et me suis effondrée dans ses bras, sanglotant comme une enfant beaucoup plus jeune. Elle me serra fort, une main caressant mes cheveux. Je te tiens,
a-t-elle chuchoté férocement. Je t'ai maintenant point le trajet jusqu'à la maison de grand-mère Éléanore est calme. J'étais physiquement et émotionnellement épuisée, affalée sur le siège passager tandis que grand-mère tenait le volant à bout de bras. Elle avait la mâchoire serrée et contenait difficilement sa fureur. Elle avait essayé d'appeler mes parents à plusieurs reprises, mais ils ne répondaient pas. Ils sont probablement encore sur la route du Vermont. J'ai proposé une fois par semaine. Pas d'excuse, grand-mère n'est pas là. Il y a des aires de repos. Ils pourraient consulter leurs messages. Et la maison de grand-mère était une confortable maison de style Cape Cod dans un quartier tranquille à environ 20 minutes de chez nous. Elle me conduisit à la chambre d'amis qui était toujours prête pour moi, avec ses murs lavande et son étagère remplie de classiques qu'elle pensait que je pourrais apprécier. Prends une douche chaude, mets un pyjama et essaie de te reposer, dit-elle en me pressant l'épaule. Je vais te faire du TH et la douche m'a permis de me débarrasser de la saleté physique du voyage, mais rien ne pouvait nettoyer la tâche émotionnelle d'avoir été abandonnée par mes propres parents. Lorsque je suis sortie et que j'ai emprunté un pyjama, grand-mère était assise sur le bord du lit avec une tasse fumante de thé à la camomille et au miel. J'ai laissé des messages pour que ton père m'appelle immédiatement, dit-elle. J'ai aussi appelé Judith. Judith était la mère de ma mère, qui vivait à Rhode Island. Nous la voyions rarement, peut-être une fois par an à Noël, et ses visites étaient toujours tendues. J'avais toujours pensé qu'elle ne voulait pas faire partie de notre vie. Pourquoi l'appeler ? Demandai-je en sirotant le thé avec reconnaissance. Parce que c'est aussi ta grand-mère et qu'elle mérite de savoir ce qui se passe. L'expression de la grand-mère était sombre. Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur la dynamique familiale, Nathalie, mais c'est une conversation pour un autre jour. Pour l'instant, tu as besoin de dormir. Malgré son insistance, le sommeil n'est pas venu facilement. Je suis restée éveillée, repassant les événements de la journée, essayant de comprendre comment mes parents avaient pu faire cela. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu le téléphone de ma grand-mère sonner, suivi de sa voix, basse mais intense. Tu as fait quoi ? Le volume augmentait à chaque mot. Richard Andrew Patterson, as-tu perdu la tête ? Elle a 13 ans. J'ai rampé jusqu'à ma porte et l'ai entr'ouverte, écoutant la conversation à sens unique. Non, elle n'a pas triché. Elle a utilisé son intelligence et la gentillesse d'étranger pour éviter d'être victime, parce que c'est ce qui aurait pu arriver, Richard. Avez-vous une idée de ce qui aurait pu lui arriver ? Une pause. Ne vous avisez pas de rire. Ce n'est pas drôle. C'est de la mise en danger d'enfant. Non. Je ne dramatise pas. Demandez à n'importe quel policier ou éducateur. Elle est avec moi maintenant, et elle restera ici jusqu'à ce que je décide que vous êtes apte à la récupérer. Nouvelle pause, plus longue cette fois. Je me fiche de vos projets. Vous avez abandonné votre fille à 200 km de chez vous, sans téléphone ni argent. À quoi vous attendiez-vous ? C'est la logique la plus tordue que j'ai jamais entendue. En vous forgeant un caractère, vous auriez pu la mettre en grand danger. Et la voix de la grand-mère est devenue encore plus contrôlée, ce qui l'a rendue encore plus effrayante. Tu reviendras à la maison demain, mais pas à la maison du Vermont. Richard, si jamais tu refais une chose pareille, je n'hésiterai pas à appeler moi-même les services de protection de l'enfance. Je me fiche que tu sois mon fils. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? J'ai rapidement reculé dans mon lit lorsque je l'ai entendu raccrocher. Quelques minutes plus tard, ma porte s'est ouverte en grinçant et ma grand-mère a jeté un coup d'œil. Je sais que tu es réveillée, dit-elle doucement. Je suis désolée que tu aies dû entendre ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? J'ai demandé en me redressant du côté de ma grand-mère et en m'asseyant sur le bord du lit. Ils ont trouvé ça drôle. Ils sont choqués que tu sois déjà là. Apparemment, ils s'attendaient à ce qu'il te faille des jours pour trouver comment rentrer à la maison. Ton père a dit que tu avais trop de connaissances théoriques et pas assez de connaissances pratiques. C'était censé t'apprendre la débrouillardise. Elle m'a pris la main. Ils reviennent demain. Ils ne sont pas contents que tu sois ici avec moi. Ton père a dit que tu avais triché en te faisant aider. Qu'est-ce que j'étais censé faire, demandai-je, la voix brisée. Exactement ce que tu as fait, dit fermement ma grand-mère. Tu t'es protégé. C'est tout ce qui compte. Le lendemain, vers midi, la voiture de mes parents s'est arrêtée dans l'allée de ma grand-mère.
Trevor était avec eux, l'air ennuyé et légèrement agacé par le détour. Grand-mère me demanda d'attendre dans la cuisine pendant qu'elle les rejoignait à la porte. Je pouvais entendre leur voix dans l'entrée. Celle de mon père, sur la défensive, celle de ma mère, apaisante, et celle de ma grand-mère, d'acier, avec une rage contrôlée. C'était un exercice de formation du caractère, insistait mon père. Les enfants d'aujourd'hui sont trop dorlotés. Quand j'étais un garçon, quand tu étais un garçon, interrompt ma grand-mère. Tu n'as jamais été abandonné dans une gare. Ne prétends pas que c'est une éducation normale, Richard. Oh, allez, mère, se moque mon père. Elle était en parfaite sécurité. C'était un lieu public en plein jour. Avec des inconnus qui auraient pu être n'importe qui, rétorque ma grand-mère. Les prédateurs recherchent des enfants vulnérables. Richard. Tu l'as mise en danger. La voix de ma mère est intervenue, le ton dédaigneux. Nathalie est trop sensible. C'était une blague, une farce familiale. Elle en fait une affaire fédérale. Parce que cela aurait pu en être une, la voix de la grand-mère s'est élevée. Ce que vous avez fait pourrait également être considéré comme un abandon d'enfant. C'est alors que Trevor prend la parole. Elle va bien, n'est-ce pas? Arrête de jouer les drama queens. J'ai tressailli à ces mots, si semblables à ce que ses parents disaient toujours. La voix de grand-mère est devenue glaciale. Trevor, je te conseille de bien réfléchir avant de parler à nouveau. Ta sœur aurait pu être blessée, voire pire, à cause de l'irresponsabilité de tes parents. Peu importe, marmonna Trevor. De toute façon, elle a toujours droit à un traitement de faveur. Je n'en pouvais plus. Je suis entrée dans le foyer, face à ma famille. Ma mère s'est immédiatement précipitée pour me serrer dans ses bras. Mais j'ai reculé. Comment as-tu pu me faire ça? J'ai demandé, d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Tu m'as laissé seule, sans téléphone, avec à peine un peu d'argent, à 200 km de chez moi. Et s'il m'était arrivé quelque chose? Mais il ne s'est rien passé, a répondu mon père avec impatience. Tu vas bien. Et tu aurais fini par comprendre. Elle s'en est rendue compte immédiatement, a ajouté ma grand-mère. Elle a utilisé son intelligence et a trouvé de l'aide, ce qui est exactement ce qu'elle aurait dû faire. Et ma mère a poussé un grand soupir. Tu exagères, Nathalie. C'était une blague. Tu ne peux pas accepter une blague? Quelque chose s'est brisé en moi. Une blague est censée être drôle. Était-ce drôle quand j'ai réalisé que tu m'avais abandonné? Était-ce drôle quand j'ai dû compter sur la gentillesse d'étrangers parce que mes propres parents m'avaient mis en danger? Dites-moi ce qui était censé me faire rire. Le visage de mon père s'assombrit. Cela suffit. Jeune fille. Tu ne parleras pas à ta mère sur ce ton. Nous sommes venus pour te ramener à la maison, et tu viens avec nous maintenant. Cette conversation est terminée. Non, dit fermement la grand-mère en se plaçant entre nous. Elle reste avec moi ce soir. Vous devez toutes les trois rentrer chez vous et réfléchir à ce que vous avez fait. Et avant que Nathalie ne rentre à la maison, je veux des excuses sincères de la part de chacun d'entre vous. Mon père semblait vouloir argumenter, mais quelque chose dans l'expression de ma grand-mère l'a arrêté. D'accord. Une nuit. Et Nathalie, tu es punie pendant 2 semaines quand tu rentres à la maison. Pas de livre, pas d'ordinateur. Interdite de sortie. Punie, répond la grand-mère avec incrédulité. Pour quelle raison? Pour avoir été abandonnée parce qu'elle a couru vers grand-mère au lieu de se débrouiller toute seule. Trevor sourit. C'était de la triche. Dehors, ordonna grand-mère en montrant la porte. Vous tous. Sortez de chez moi maintenant. Après leur départ, je me suis complètement effondrée. Grand-mère m'a prise dans ses bras pendant que je pleurais, m'assurant que je n'avais rien fait de mal, que leur comportement était inexcusable et qu'elle veillerait à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Le lendemain, mes parents sont revenus, présentant des excuses rigides et manifestement peu sincères que ma grand-mère a jugées acceptables uniquement parce qu'elle voyait que je voulais que le conflit prenne fin. Le trajet en voiture jusqu'à la maison fut silencieux et tendu. Et la semaine suivante, notre maison était comme un champ de mines. Mes parents ne me parlaient que lorsque c'était nécessaire,
et Trevor profitait de chaque occasion pour se moquer de moi parce que j'avais parlé à grand-mère. J'ai découvert en écoutant aux portes que mes parents avaient dit aux voisins et aux amis que j'avais fugué pour attirer l'attention pendant notre voyage. Inversant complètement la vérité. Le lundi suivant, j'ai été convoquée dans le bureau de la conseillère scolaire. Madame Bennett, une femme aimable aux cheveux gris bouclés et aux yeux chaleureux, m'a demandé de m'asseoir. Nathalie, j'ai reçu un appel à ton sujet, dit-elle gentiment. Une femme nommée Martha de Greenfield Station a appelé notre école. Elle s'inquiétait pour toi et voulait s'assurer que tu rentrais bien à la maison. Ma poitrine s'est serrée. Je ne m'attendais pas à ce que Martha fasse un suivi. Une partie de moi était touchée par son inquiétude, mais une autre partie était terrifiée par les conséquences si mes parents découvraient que je discutais de l'incident avec les autorités scolaires. J'y réponds automatiquement, je vais bien. Madame Bennett m'a étudié attentivement. Martha m'a dit que vos parents vous avaient laissé à la gare comme une sorte de test. Est-ce vrai, Nathalie? Je fixai mes mains. Déchirée entre l'habitude de toute une vie de protéger l'image de ma famille et le besoin désespéré d'avoir quelqu'un qui confirme que ce qui m'était arrivé était mal. Nathalie, dit doucement Madame Bennett, tout ce que tu me dis reste entre nous, sauf si je pense que tu es en danger immédiat. Mais je ne peux pas t'aider si je ne sais pas ce qui se passe. En regardant ses yeux bienveillants, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Oui, ai-je murmuré. C'est vrai. Et ce n'est pas la première fois qu'il me traite comme si je ne comptais pas. Si vous avez déjà été traité injustement par votre famille, vous connaissez ce sentiment de malaise dans votre estomac lorsque vous essayez de décider si vous devez vous taire ou vous défendre. J'étais à ce carrefour, et ce qui s'est passé ensuite allait tout changer. Avant de poursuivre, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous a été confronté à des trahisons familiales similaires. Parfois. Le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls nous donne le courage de faire le pas suivant vers la guérison. Après ma conversation avec Madame Bennett, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé en moi. L'illusion que ma famille me traiterait jamais équitablement s'était complètement effondrée. Bien que Mrs. Bennett ne puisse pas prendre de mesures immédiates sur la base d'un seul incident sans dommage physique, elle m'a donné quelque chose de peut-être plus précieux, la confirmation que ce que mes parents avaient fait était vraiment mal, et non un moment d'enseignement normal comme ils le prétendaient. Ce que vous décrivez est un schéma de négligence émotionnelle et de favoritisme, a-t-elle expliqué, et l'incident de la gare va jusqu'à la mise en danger potentielle. Je veux que vous sachiez que rien de tout cela n'est de votre faute, Nathalie. En rentrant chez moi ce jour-là, je me suis arrêtée à la pharmacie et j'ai acheté un petit journal relié en cuir avec l'argent de mon allocation. Si personne ne me croyait sans preuve, alors j'allais créer ces preuves. J'allais tout documenter. Ce soir-là, j'ai commencé ma première entrée, 15 mai 2008. Aujourd'hui, j'ai commencé ce journal pour y consigner la vérité. Il y a 3 jours, mes parents m'ont abandonné à Greenfield Station, à 200 miles de chez moi, pour tester ma débrouillardise. Ils ont pris mon téléphone, m'ont laissé $20 et sont partis en riant. Lorsque grand-mère Eleanor est intervenue, ils m'ont reproché d'avoir demandé de l'aide au lieu de résoudre le problème tout seul. Ils ont dit à tout le monde que je m'étais enfuie pour attirer l'attention. Ce journal sera ma preuve de ce qui se passe vraiment dans cette maison. Prenant des risques, j'ai caché le journal dans un exemplaire évidé de guerre épais, dont je savais que ni mes parents ni Trevor n'y toucheraient jamais. Tous les quelques jours, je le faisais passer clandestinement à la maison de ma grand-mère pendant mes visites, le rangeant dans le tiroir de ma commode pour qu'il soit en sécurité. Ma documentation était méthodique. Je notais les dates, les heures, les citations exactes et les contextes. J'y notais les différences de traitement entre Trevor et moi, le rejet de mes réussites, la critique constante de ma personnalité et de mes centres d'intérêt. Ce n'était pas seulement cathartique, c'était aussi stimulant. Chaque entrée me confortait dans l'idée que je ne me faisais pas d'idées et que je n'étais pas trop sensible, comme le prétendait constamment ma mère. 20 mai 2008. Cérémonie de remise des prix scientifiques à l'école aujourd'hui. J'ai gagné le prix Henderson pour la meilleure performance en biologie avancée. Les parents avaient dit qu'ils seraient présents, mais ils ne sont pas venus. J'ai appris plus tard qu'ils étaient à l'entraînement de baseball de Trevor. Ce n'était même pas un match, juste un entraînement. Quand je leur ai montré le certificat, mon père a dit « Encore un papier pour le tiroir » et il a changé de sujet pour parler de la bourse sportive potentielle de Trevor. 24 mai 2008. Trevor a eu un A à son examen d'histoire. Les parents l'ont emmené manger une glace pour le réconforter parce qu'il avait fait de son mieux.
J'ai eu tous les A aux examens, mais maman ne m'a félicité que par distraction pendant qu'elle m'envoyait des textos. Le 2 juin 2008, papa m'a traité de bon à rien quand j'ai eu un AB+ à un test de physique. Il a dit que je me relâchais et que je n'étais pas à la hauteur de mon potentiel. Le même jour, il a donné $50 à Trevor pour avoir obtenu un AC+ en anglais, estimant qu'il s'agissait d'une amélioration. Au fil de l'été. Le comportement de Trevor à mon égard s'est aggravé, apparemment encouragé par nos parents. Il cachait mes livres, effaçait les fichiers de mes devoirs de l'ordinateur et faisait des commentaires désobligeants sur mon apparence et mon manque de vie sociale. Lorsque je m'en suis plaint à nos parents, ils ont considéré qu'il s'agissait d'une rivalité entre frères et sœurs et m'ont dit de m'endurcir. Le 15 juin 2008, Trevor a accidentellement renversé du jus d'orange sur mon dossier de candidature au concours scientifique. Lorsque je l'ai dit à ma mère, elle a répondu « Ce sont des choses qui arrivent » et m'a suggéré de faire plus attention à l'endroit où je laissais mes papiers. Quand j'ai fait remarquer que Trevor l'avait fait délibérément, elle a dit que je cherchais toujours à blâmer les autres pour mes problèmes. Le 18 juin 2008. Trevor a dit à ses amis que j'avais été adoptée parce que j'étais trop bizarre pour avoir un lien de parenté avec lui. Ils ont appelé chez nous pour demander la fille adoptée. Quand je l'ai dit à papa, il a ri et a dit « Les enfants seront des enfants. » Ma relation avec grand-mère Eleanor s'est renforcée pendant cette période. Je passais chez elle autant d'après-midi et de week-ends que je pouvais, souvent sous prétexte de l'aider à jardiner ou à s'organiser. En réalité, ces visites étaient mon sanctuaire. Lors d'une de ces visites, à la fin du mois de juin, ma grand-mère m'a fait une suggestion inattendue. J'ai réfléchi, Nathalie, dit-elle, alors que nous taillions ces rosiers. Aimerais-tu rencontrer ton autre grand-mère en bonne et due forme? Judith m'a parlé de toi. J'ai été surprise. La mère de maman? Mais je croyais qu'elle ne s'intéressait pas à nous. On ne la voit presque jamais. L'expression de grand-mère Eleanor était soigneusement neutre. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a une histoire que vous ne connaissez pas. Judith a été tenue à l'écart pendant des années parce qu'elle a exprimé des inquiétudes sur la façon dont votre mère s'occupait de ses enfants. Cette révélation m'a stupéfiée. Quel genre de préoccupation? Des préoccupations similaires aux miennes, a admis la grand-mère, au sujet du favoritisme, de la façon dont tu es traité par rapport à Trevor. Elle l'a remarqué même quand tu étais très jeune. Ta mère n'a pas bien pris la critique, et ton père l'a soutenue en limitant les contacts. Une semaine plus tard, grand-mère Eleanor m'a conduite dans un petit restaurant de bord de mer, à mi-chemin entre notre ville et Rhode Island. Grand-mère Judith attendait à une table d'angle, l'air anxieux mais plein d'espoir. Elle était plus petite que dans mes souvenirs, avec les pommettes hautes de ma mère mais des yeux plus chaleureux. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est levée et m'a serré fort dans ses bras. « Nathalie, murmura-t-elle, regarde comme tu as grandi. À eu cours du déjeuner, nous avons toutes les trois parlé, vraiment parlé de la dynamique familiale. Grand-mère Judith a expliqué qu'elle avait essayé de remédier à ce traitement injuste il y a des années. Lorsque tu avais environ 5 ans, m'a-t-elle dit, j'ai remarqué que ta mère félicitait Trevor pour les plus petites choses, mais qu'elle ne reconnaissait pratiquement pas tes réussites. J'ai suggéré une consultation familiale et ta mère a explosé. Elle m'a accusé d'interférer et d'essayer de saper son autorité parentale. Après cela, les visites sont devenues moins fréquentes, plus contrôlées. Hélène a toujours été sensible aux critiques, ajoute grand-mère Eleanor, et Richard la soutient inconditionnellement. À la fin de notre déjeuner, les deux grand-mères avaient échangé leur numéro de téléphone et s'étaient engagées à mieux communiquer entre elles et avec moi. Tu as maintenant 2 grand-mères dans ton coin, m'a dit grand-mère Judith en me glissant un petit médaillon en argent dans la main. C'était le mien quand j'avais ton âge. Je veux que tu l'aies. À l'intérieur se trouvait un minuscule compartiment, parfait pour y glisser un petit papier plié ou une carte mémoire, ai-je réalisé. Un autre endroit pour sauvegarder ma documentation. Pendant ce temps, à la maison, la situation se détériorait. Le cabinet d'avocats de mon père connaissait une fusion difficile, ce qui augmentait le stress à la maison. Ses critiques sont devenues plus sévères, son tempérament plus court. Ma mère, qui a toujours été son écho, a commencé à boire du vin plus tôt dans la journée, devenant émotionnelle et imprévisible le soir venu. Le 10 juillet 2008, papa a perdu le compte Johnson au travail. Est rentré à la maison et a critiqué tout ce que je faisais, comment je chargeais le lave-vaisselle, mon apparence négligée, je portais des vêtements d'études. Mes tendances antisociales, je les lisais. Lorsque j'ai voulu quitter la pièce, il a bloqué l'entrée en disant
Je n'en ai pas encore fini avec toi. Je suis restée coincée pendant 30 minutes à écouter tous mes défauts. Maman a regardé en silence, puis m'a dit que je devais faire plus d'efforts pour ne pas l'énerver lorsqu'il était stressé. Trevor, l'astérisque, a été pris en flagrant délit de tricherie lors d'un examen d'été qu'il passait pour améliorer ses notes de première année. A eu lieu de lui infliger des conséquences. Mes parents se sont ralliés à sa défense, reprochant au professeur d'avoir des attentes floues et à l'école d'exercer une pression excessive. Le 15 juillet 2008. Trevor a été surpris avec une anti-sèche lors de l'examen final des cours d'été. Les parents ont convoqué une réunion d'urgence avec le principal. Le père menace de faire appel à ses collègues avocats si Trevor subit de graves conséquences. La mère a évoqué les difficultés d'apprentissage de Trevor, qui n'avaient jamais été mentionnées auparavant. En conséquence, Trevor a été autorisé à repasser l'examen sans pénalité. Ce soir-là, au cours du dîner, le père dit à Trevor, « Le système est truqué contre les garçons comme toi. Parfois, il faut créer ses propres règles pour égaliser les chances. » Madame Bennett, la conseillère scolaire, est devenue une autre alliée. Bien qu'elle soit limitée dans ce qu'elle peut officiellement faire sans preuve évidente d'abus physiques, elle m'a fourni des ressources sur la santé émotionnelle, la dynamique familiale et la planification à long terme. Concentre-toi sur ton avenir, Nathalie, m'a-t-elle conseillé lors d'une de nos rencontres régulières. Ton dossier scolaire est exceptionnel. Avec des bourses, tu pourrais aller dans n'importe quelle université du pays. C'est votre ticket pour l'indépendance. À la mi-août, j'avais rempli près de la moitié de mon journal avec des incidents documentés. Le schéma était indéniable, même pour moi. Ce que j'avais normalisé comme étant le comportement de ma famille s'est révélé, à travers la documentation, être un modèle constant de négligence émotionnelle, de favoritisme et, parfois, de cruauté pure et simple. A eu cours d'un après-midi particulièrement paisible chez grand-mère Eleanor, elle a abordé un sujet qui m'a à la fois terrifiée et tentée. Nathalie, dit-elle prudemment, j'ai pensé que tu pourrais vivre avec moi de façon permanente si tu le voulais. Mon cœur a bondi à l'idée de cette possibilité, mais la peur a rapidement suivi. Papa ne le permettrait jamais, ai-je dit. Il n'a peut-être pas le choix, dit grand-mère. Tu as 13 ans maintenant. Les tribunaux prennent souvent en compte les préférences des enfants de ton âge dans les accords de garde. La garde? Le mot me semble étranger, dramatique. Tu veux dire comme un divorce? Non, ma chérie. Je parle d'un changement de tutelle. J'ai parlé de la situation avec un ami avocat spécialisé dans les affaires familiales. Hypothétiquement, bien sûr. L'idée qu'il puisse y avoir une issue légale à ma situation était à la fois excitante et terrifiante. Mais lorsque mes parents ont appris la suggestion de ma grand-mère, Trevor nous avait entendu parler lors d'une rare visite à la maison de ma grand-mère et l'avait immédiatement rapporté. Et la réaction a été nucléaire. Ce soir-là, mon père est arrivé à l'improviste chez ma grand-mère Eleanor, le visage rougi par la colère. J'étais à l'étage quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Suivi par des voix qui s'élevaient. Je me suis glissée en haut des escaliers pour écouter. Comment oses-tu suggérer d'emmener ma fille? Criait mon père. Après tout ce que nous avons fait pour elle, la vie que nous lui avons donnée. La vie que vous lui avez donnée, c'est une vie où elle se sent indésirable et dévalorisée. Grand-mère a répondu, d'une voix posée mais ferme, c'est ridicule. C'est ridicule. Elle a tout ce qu'un enfant peut désirer, sauf un amour inconditionnel et un respect élémentaire, rétorque grand-mère. Et la voix de mon père s'est abaissée à un ton dangereux que je connaissais bien. Mère, je te préviens. Laisse tomber. Si tu continues cette histoire de tutelle, tu ne reverras plus jamais Nathalie ni Trevor. Je m'en assurerai. Tu utiliserais tes enfants comme des pions? Grand-mère a l'air vraiment choquée. Ce sont mes enfants, rugit-il. Pas les tiens. Tu as eu ta chance d'être parent. Maintenant, c'est mon tour. Et je le ferai à ma façon. Lorsque je suis rentrée à la maison ce soir-là, mes parents ont présenté un front uni de fureur froide. Tu as un choix à faire, Nathalie, a dit mon père, d'une voix étrangement calme. Soit tu agis comme un membre de cette famille, notre famille, pas tes grands-mères, soit il y aura des conséquences. Plus de visites chez Eleanor. Plus de traitement de faveur. Plus de drame. Tu comprends? J'ai hoché la tête, ne me sentant pas capable de parler. C'est bien, a-t-il dit. Parce que la loyauté familiale est essentielle. Et en ce moment,
Tu échoues à ce test pire que la gare. Ce soir-là, j'ai pris une décision difficile. Je ferai semblant d'obéir. Je jouerai le rôle de la fille dévouée et reconnaissante qu'il voulait. Et pendant ce temps, je continuerai à tout documenter. À planifier mon éventuelle évasion. 20 août 2008. Mon père a menacé de couper les ponts avec ma grand-mère Éléanore si je continuais à lui rendre visite aussi souvent. Il a dit que je devais faire preuve de loyauté envers la famille. C'est ironique de la part de ceux qui m'ont abandonné dans une gare. Nouvelle stratégie. J'ai fait semblant d'obtempérer tout en continuant à tout documenter. Pendant des années, jusqu'à l'université. Je peux survivre à cela. Il le faut. Astérisque. Les années passèrent avec une lenteur atroce. J'avais maintenant 17 ans, j'étais en dernière année de lycée et j'avais reçu des lettres d'acceptation de 5 universités prestigieuses, qui offraient toutes d'importantes bourses d'études. Ma documentation était passée d'un simple journal à 4 épais volumes, détaillant méticuleusement le schéma permanent de manipulation émotionnelle, de favoritisme et de gaslighting dans notre foyer. Trevor avait maintenant 21 ans et était en 3e année dans une université d'État où il était en probation académique pour la 2e fois. Ses fêtes s'étaient intensifiées à l'université et il avait été pris avec de la marijuana dans sa chambre d'étudiant pendant sa 2e année d'études. Mes parents avaient engagé un avocat coûteux qui avait obtenu que les charges soient réduites à un avertissement, et ils avaient dit aux amis de la famille qu'il s'agissait d'un malentendu. J'avais perfectionné l'art du détachement émotionnel, portant un masque de conformité tout en me concentrant entièrement sur mon plan d'évasion. Ma stratégie était simple, exceller dans les études, assurer mon indépendance financière grâce à des bourses d'études et maintenir le réseau de soutien que j'avais construit avec mes grands-mères, Madame Bennett et un petit cercle d'amis de confiance. J'ai lu la lettre que j'attendais. L'Université Columbia a le plaisir de vous offrir une bourse d'études complète. L'intégralité des frais de scolarité, le logement et la pension. Mon billet pour la liberté était presque assuré. Lorsque j'ai montré la lettre à mes parents, leurs réactions ont été, comme on pouvait s'y attendre, égocentriques. Nous avons toujours su que tu étais intelligent, dit mon père d'un ton dédaigneux, mais je pense toujours que tu aurais dû postuler à mon alma mater. Toutes ces heures passées à te conduire à la bibliothèque et dans des camps scientifiques ont porté leurs fruits, a ajouté ma mère, comme si elle ne s'était pas plainte de chaque voyage. Vous voyez ce qui se passe lorsque les parents investissent dans leurs enfants, ni l'une ni l'autre n'a mentionné le fait qu'elles avaient contribué à hauteur d'un seul dollar à mes frais d'inscription à l'université. Grand-mère Éléanore les avait pris en charge ? Tout comme elle avait payé mes cours de préparation au SAT et mes visites de campus. Lorsque j'ai mentionné que j'avais besoin d'un peu d'argent pour les fournitures et les manuels du dortoir qui n'étaient pas couverts par la bourse, la réponse de mon père a été immédiate. Tu as obtenu une bourse complète, Nathalie. Tu as obtenu une bourse complète, Nathalie. Cela devrait suffire. Nous payons encore la 2e année de Trevor et il aura besoin d'aide pour au moins une autre année à son rythme. Tu as toujours été indépendante. Utilise ton fameux cerveau pour te débrouiller. Le contraste est saisissant. Ils avaient dépensé plus de 20 000 $ rien que pour les dommages causés par la fête de Trevor en première année et les frais de justice, mais ils n'étaient pas en mesure de dépenser quelques centaines de dollars pour mes manuels scolaires. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que grand-mère Éléanore se préparait à ce moment depuis des années. Peu après mon 18e anniversaire, elle m'a invité à rencontrer son conseiller financier. J'ai créé un fonds en fidéicommis pour toi, m'a-t-elle expliqué alors que nous étions assis dans le bureau du conseiller. Il n'est pas énorme, mais il couvrira tes frais d'études et de subsistance que la bourse ne couvre pas. Vous y aurez pleinement accès à 21 ans, mais la partie consacrée aux frais d'études est disponible dès maintenant. J'ai été submergé par la gratitude, mais aussi par l'inquiétude. Papa sera furieux s'il l'apprend. C'est la raison pour laquelle nous avons structuré le tout avec soin, explique le conseiller. Ta grand-mère est toujours l'administrateur technique jusqu'à ce que tu aies 21 ans, mais les fonds sont irrévocablement les tiens. Malheureusement, mes parents ont découvert l'existence du fonds fiduciaire plus tôt que prévu. Un relevé bancaire a été envoyé par erreur à notre adresse personnelle plutôt qu'à celle de ma grand-mère. Et mon père l'a ouvert sans hésiter. Et la confrontation a été immédiate et explosive. Mon père s'est rendu en voiture chez ma grand-mère Éléanore, le relevé en main, et a fait irruption par la porte d'entrée sans frapper. J'étais là en train de travailler sur des demandes de logement pour l'université. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé en brandissant la déclaration au visage de la grand-mère. « Vous avez créé un fonds secret pour Nathalie sans nous en parler ?
Tu essaies d'acheter sa loyauté? La grand-mère reste sur ses positions. Ce n'est pas secret, Richard. C'est privé. Il y a une différence. Et oui, j'ai créé un fonds pour que Nathalie puisse terminer ses études sans difficulté financière. Nous sommes ses parents. Les décisions financières concernant notre fille passent par nous. Elle a 18 ans maintenant, lui rappelle calmement sa grand-mère. Elle est légalement adulte. Et c'est mon argent que je peux utiliser comme bon me semble. Le visage de mon père rougit dangereusement. Je vais contester. Je vais demander à l'avocat de mon cabinet d'examiner chaque ligne de ce document. Point. Vous pouvez essayer, a répondu la grand-mère. Mais la fiducie est inébranlable. Je m'en suis assurée. Il s'est alors tourné vers moi, son expression étant un mélange de rage et de trahison. Et toi? Tu te faufiles derrière notre dos, tu prends de l'argent, tu complotes avec elle? Avant que je ne puisse répondre, la grand-mère est intervenue. Richard, avant de dire quelque chose que tu regretteras, il y a quelque chose que tu dois savoir. Elle s'est dirigée vers son bureau, a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier. J'ai consulté un avocat de la famille au sujet de la situation de Nathalie depuis un certain temps déjà. Mon père se moque. Quelle situation? La situation d'avoir des parents qui ont mis un toit au-dessus de sa tête et de la nourriture sur la table pendant 17 ans. La situation d'avoir des parents qui l'ont abandonnée dans une gare à 200 miles de chez elle quand elle avait 13 ans, dit tranquillement la grand-mère, parmi d'autres incidents. Elle a ouvert le dossier, révélant des copies de mes journaux, transcrits et organisés par ordre chronologique. Mon avocat confirme que l'incident de la gare constitue une mise en danger de l'enfant en vertu de la loi de l'État. Le délai de prescription n'a pas expiré. Le sang a coulé sur le visage de mon père. Vous avez monté un dossier contre nous? Votre propre famille? J'ai protégé ma petite fille, a corrigé ma grand-mère. Quelque chose que toi et Hélène auriez dû faire depuis le début. Mon père s'est tourné vers moi, soudainement incertain. Nathalie, tu ne le ferais pas, c'est absurde. C'était une erreur il y a des années. Il n'y a pas eu que la gare, ai-je dit en retrouvant ma voix. Il n'y a jamais eu qu'un seul incident. Son expression s'est à nouveau durcie. Alors, c'est ça votre plan? Nous menacer de poursuites judiciaires si nous ne faisons pas quoi? On ne se plie pas à vos exigences? Payez pour tout ce que votre bourse ne couvre pas. Il n'y a pas d'exigence, ai-je dit calmement. Il n'y a que des faits. Des faits que je documente depuis 4 ans. La confrontation s'est terminée par la sortie en trombe de mon père, qui a menacé de vagues conséquences. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, j'avais tenu bon sans reculer et j'avais des preuves à l'appui de ma position. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait 2 découvertes importantes. Tout d'abord, en aidant ma mère à chercher une boucle d'oreille égarée, j'ai trouvé un journal intime caché dans sa boîte à bijoux. Contre mon gré, je l'ai lu et j'y ai trouvé des entrées datant d'il y a 4 ans. Où il était question de la farce de la gare. Richard pense que cela va enfin apprendre à Nathalie à faire preuve d'humilité. Elle a trop confiance en son intelligence. Elle méprise trop les compétences pratiques. Quelques jours à se débrouiller toute seule lui montreront que l'intelligence livresque n'est pas tout. Trevor pense que c'est hilarant. Il dit qu'elle appellera probablement le 911 en cas de panique. Mais j'ai fait promettre à Richard qu'on reviendrait la chercher à la tombée de la nuit si elle n'a pas trouvé la solution. Une leçon de résolution de problèmes concrets lui fera du bien. La cruauté désinvolte de la situation m'a frappé à nouveau. Ils avaient vraiment cru que l'abandon de leur fille de 13 ans était justifié en tant que leçon. Et la deuxième découverte a été encore plus troublante. En cherchant une agrafeuse dans le bureau de mon père, j'ai accidentellement renversé une boîte à dossiers. En rassemblant les papiers éparpillés. J'ai remarqué des documents financiers qui ne correspondaient pas à ce que je savais de nos finances familiales. Une enquête plus approfondie a révélé que mon père avait mal déclaré certains comptes fiduciaires de clients dans son entreprise, empruntant temporairement des fonds pour couvrir des pertes d'investissement. J'ai pris des photos des documents avec mon téléphone, sans savoir encore ce que j'allais en faire, mais en reconnaissant leur importance potentielle. Fort de ces nouvelles informations, je me suis rendu compte que je disposais désormais d'un levier important. Et la question était de savoir ce que je voulais vraiment. La vengeance? La justice?
ou simplement la reconnaissance et le changement. Après mûre réflexion et de longues discussions avec mes deux grands-mères, j'ai décidé de confronter mes parents directement. J'ai choisi un dimanche soir, alors que Trevor était de passage à l'université, pour m'assurer que toute la famille serait présente. Il faut que je vous parle à tous, ai-je annoncé pendant le dîner. Ça ne peut pas attendre ? Le match commence dans 10 minutes, a répondu mon père sans lever les yeux de son assiette. Non, ça ne peut pas attendre. Cela fait déjà des années que j'attends. Quelque chose dans mon ton les a fait tous les trois lever les yeux. Je sais tout, commençai-je simplement. Je sais que la gare n'était pas une décision impulsive, mais une leçon planifiée. Je sais que tu as dit aux gens que je m'étais enfui pour attirer l'attention. Je sais qu'il y a eu des irrégularités financières dans l'entreprise. Papa. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. De quoi parles-tu ? Demanda-t-il. J'ai des documents, ai-je continué. De tout. L'abus émotionnel, le favoritisme, la manipulation, la mauvaise conduite financière potentielle. J'ai des entrées de journal datant de 4 ans avec les dates, les heures et les citations exactes. Vous nous avez espionnés, s'est exclamée ma mère. Je me suis protégée, lui ai-je répondu. De la même façon que tu aurais dû me protéger. C'est ridicule, s'est emporté mon père en se redressant légèrement. Tu menaces ta propre famille maintenant ? À cause de quoi ? Tu n'as pas assez d'attention ? Parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais ? D'avoir été abandonné dans une gare, parce qu'on m'a dit que je ne valais rien parce que j'avais obtenu AB+, d'avoir vu mes réussites rejetées alors que la médiocrité de Trevor était célébrée ? D'avoir été puni pour avoir demandé de l'aide à ma grand-mère alors que tu me mettais en danger ? Trevor, étonnamment, n'a pas immédiatement pris la défense de nos parents. Il avait été inhabituellement silencieux pendant cette visite, et j'avais remarqué des signes de tension entre lui et notre père plus tôt. « Qu'est-ce que tu veux, Nathalie ?» demanda-t-il. Sa voix n'étant pas aussi moqueuse qu'à l'accoutumée. « De l'argent. Je veux de la reconnaissance, ai-je répondu. Je veux que vous admettiez tout ce qui s'est passé dans cette famille. Je veux que vous suiviez une thérapie individuellement et en tant que famille. Et je veux des excuses sincères, pas celles que vous avez présentées à votre grand-mère il y a des années. » Le visage de mon père s'est assombri. « Ou quoi ? Tu vas rendre ces accusations publiques ? Ruiner ma réputation ? Détruire cette famille ? Je ne veux pas faire ça, ai-je dit honnêtement. Mais je le ferai s'il le faut. Cela s'arrête maintenant. L'éclairage au gaz, le favoritisme, tout ça. Espèce de petit ingrat. Commença mon père, mais Trevor le coupa. Papa, arrête. Il s'est tourné vers moi. Est-ce que je peux voir certains des documents dont tu as parlé ? J'ai été surpris par sa demande. Mais j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré quelques-unes des entrées du journal que j'ai numérisées. Elle a lu en silence, jetant de temps en temps un coup d'œil à nos parents. Il a fini par dire, « C'est vrai ? Vous l'avez vraiment laissé dans une gare. » C'était un moment d'apprentissage, a insisté ma mère chaque semaine. Nous allions revenir la chercher. Après combien de temps ? Trevor insiste. Et avez-vous déjà fait quelque chose comme ça avec moi ? Leur silence était révélateur. Trevor se tourna vers moi. Je ne savais pas, Nat. Je savais qu'il nous traitait différemment, mais je ne savais pas que c'était à ce point. C'était la première fois qu'il m'appelait Nat depuis notre enfance. Mes parents se sont lancés dans une contre-attaque désespérée, alternant menaces, culpabilisation et tentative de minimiser mes expériences. Mais comme Trevor ne les soutenait plus automatiquement et que je possédais des preuves documentées, leur position s'affaiblissait. J'emménage chez grand-mère Eleanor jusqu'à ce que je parte à l'université, annonçai-je lorsqu'ils furent enfin à court d'arguments. Vous avez 3 mois pour décider si vous voulez avoir une relation avec moi à l'avenir et quel genre de relation ce sera. Alors que j'emballais mes affaires essentielles ce soir-là, Trevor apparut dans l'embrasure de ma porte. Je suis désolé, dit-il simplement. Je ne l'ai pas vu, ou peut-être que je n'ai pas voulu le voir. Tu étais un enfant aussi, ai-je reconnu. Ils ont façonné la façon dont tu me voyais. Pourtant, a-t-il dit, j'ai été un con, et je suis désolé. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début.
Une fissure dans la façade familiale qui pourrait, avec du temps et des efforts, permettre à quelque chose de plus sain de se développer. Dans un premier temps, mes parents m'ont pris au mot. Convaincu que je n'irais jamais jusqu'au bout en dénonçant les fautes professionnelles de mon père ou en intentant une action en justice pour l'incident de la gare. Ils m'ont donné une semaine, certains que je reviendrais en rampant, en m'excusant de ma réaction dramatique. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, après avoir mûrement réfléchi et consulté l'avocat de grand-mère Eleanor, j'ai envoyé des copies des écarts financiers que j'avais découverts aux 2 associés principaux de mon père au sein du cabinet. Je n'ai pas porté d'accusation ni formulé d'exigence. J'ai simplement joint une note indiquant que j'avais trouvé ces documents inquiétants et que je pensais qu'ils devaient en prendre connaissance. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Mon père a été mis en congé administratif dans l'attente d'une enquête interne. En l'espace de quelques jours, plusieurs clients ont été contactés et des irrégularités sur leurs comptes ont été confirmées. Même si les montants n'étaient pas énormes, la violation du devoir fiduciaire était évidente. Entre-temps, la rumeur a commencé à se répandre dans les cercles immobiliers de ma mère que tout n'allait pas pour le mieux dans la famille Patterson. Plusieurs de ses clients habituels ont discrètement fait affaire ailleurs, mal à l'aise avec les rumeurs de dysfonctionnement familial et les problèmes juridiques potentiels. Trevor, confronté pour la première fois à son propre bilan à l'université, avec des notes en baisse et sans filet de sécurité parentale, m'a contacté par texto. On peut parler ? Genre, vraiment parler ? Sans blague, nous nous sommes retrouvés dans un café à mi-chemin entre la maison de sa grand-mère et l'université, en territoire volontairement neutre. Pour la première fois de notre vie, nous avons eu une conversation honnête sur notre dynamique familiale. J'ai toujours pensé que tu avais la vie facile, a-t-il admis, le regard fixé sur son café. Tu étais si intelligente. Tout semblait te venir naturellement. Je ne me rendais pas compte de la façon dont il te traitait quand je n'étais pas là. Et moi qui pensais que tout était donné, ai-je répondu. Je ne comprenais pas la pression qu'il mettait sur toi pour que tu sois parfaite dans tous les domaines. Nous avons parlé pendant des heures, démêlant des années de perception manipulée et de dynamique compétitive conçue par nos parents. Trevor a avoué qu'il échouait à l'université, noyé dans des cours qu'il détestait, mais que notre père avait insisté pour qu'il suive. Je n'ai jamais voulu faire du commerce ou du droit, a-t-il admis. Je voulais étudier la kinésithérapie, mais papa a dit que c'était en dessous de notre statut familial. Ce nouveau lien avec Trevor était inattendu. Mais il m'a fait du bien. Nous n'avons pas été immédiatement les meilleurs amis du monde, mais nous nous sommes alliés pour comprendre le dysfonctionnement qui nous avait façonné tous les deux. 2 semaines après avoir emménagé chez ma grand-mère Eleanor, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix était inhabituellement faible. Ton père a été suspendu, dit-elle sans préambule. L'entreprise procède à un audit complet. Nos amis ne répondent pas à mes appels. Es-tu heureux maintenant ? Je ne suis pas heureuse de tout cela, ai-je répondu honnêtement, mais je ne suis pas responsable des décisions financières de papa. Il était soumis à une pression énorme, a-t-elle défendu chaque semaine. La famille a certaines attentes, un style de vie à maintenir. Maman, dis-je doucement, c'était des choix, pas des nécessités. Il y a eu un long silence avant qu'elle ne reprenne la parole, la voix fêlée. Je ne sais plus qui nous sommes. Nathalie. Tout s'écroule. C'était le premier moment sincère que je me rappelais avoir eu avec ma mère depuis des années. Peut-être même depuis toujours. Pas de performance, pas de façade, juste de la vulnérabilité à l'état brut. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, ai-je suggéré. Peut-être que ce que nous étions ne valait pas la peine d'être préservé. Une semaine s'est écoulée avant que mon père ne me contacte enfin. Le cabinet d'avocats l'avait formellement suspendu pour 6 mois et lui avait demandé de suivre une formation en déontologie. La position sociale de la famille était en chute libre, les connaissances du country club étant soudain trop occupées pour des invitations à dîner. Vous avez détruit tout ce que j'ai construit, accuse-t-il, la voix enrouée par une rage à peine contenue. Vous êtes déjà en train de le détruire, ai-je rétorqué. Je n'ai fait qu'exposer les fissures. Après d'autres accusations acerbes, il a finalement demandé. Que faut-il faire pour que tout cela disparaisse ? Pour que l'incident de la gare reste privé ? Une thérapie, ai-je répondu simplement. Une thérapie individuelle pour toi et maman. Une thérapie familiale pour nous tous. Une véritable reconnaissance des schémas dysfonctionnels de notre famille.
Et un engagement à changer. C'est ridicule, se moque-t-il. Il n'y a rien de mal à la façon dont nous t'avons élevé. Alors nous n'avons plus rien à nous dire, ai-je répondu et j'ai raccroché. Grand-mère Elinor a usé de son influence sociale considérable pour me soutenir pendant cette période, en contrecarrant tous les récits négatifs que mes parents tentaient de répandre. En tant qu'ancienne éducatrice respectée et bénévole de longue date au sein de la communauté, sa version des faits avait du poids. Les familles ont des problèmes, disait-elle lorsqu'on lui posait la question. Les plus courageux les ont affrontés honnêtement au lieu de se cacher derrière les apparences. 3 semaines se sont encore écoulées avant que mes parents n'acceptent de participer à une séance de thérapie familiale. Ils sont arrivés diminués, d'une certaine manière. Mon père n'avait pas sa prestance habituelle. Ma mère avec un maquillage minimal et des vêtements d'une simplicité inhabituelle. Et la thérapeute, le docteur Levine, était une spécialiste des systèmes familiaux et des traumatismes. Elle a immédiatement établi des règles de base. Pas d'interruption. Pas de minimisation des expériences des autres. Pas d'attaque personnelle. La première séance a été brutale. Mes parents ont tenté de contrôler le récit jusqu'à ce que le docteur Levine les réoriente gentiment mais fermement. Nous ne sommes pas ici pour déterminer qui a raison ou qui a tort, a-t-elle expliqué. Nous sommes ici pour comprendre comment chaque personne a vécu cette dynamique familiale. Lorsque ce fut mon tour de parler, j'ai partagé des extraits de mon journal, en me concentrant non pas sur les incidents spécifiques, mais sur la façon dont ils m'avaient fait me sentir invisible, non valorisé, conditionnel. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose comme de la reconnaissance se dessiner sur le visage de mon père. Mon père était pareil avec moi, a-t-il déclaré à voix basse. Rien n'était jamais assez bien. C'était une petite fissure dans l'armure, mais une fissure importante. Le processus thérapeutique a été douloureux et lent. Ma mère s'est complètement effondrée au cours de la 3e séance, admettant qu'elle savait que le plan de la gare était mauvais, mais qu'elle avait eu trop peur de contredire mon père. J'ai passé toute ma vie à essayer de ne pas faire de vagues, avoue-t-elle en pleurant. Avec mes parents, puis avec Richard. Je savais que ce n'était pas bien, mais je ne savais pas comment l'arrêter. Mon père a mis plus de temps à faire de réels progrès. Sa participation initiale était clairement motivée par la volonté de limiter les dégâts plutôt que par de véritables remords. Mais au fur et à mesure que les séances se poursuivaient, des couches de son propre traumatisme d'enfance ont commencé à émerger. Un père dominateur, un amour conditionnel, des normes impossibles, m'a-t-il dit lors de notre 6e séance. Je pensais endurcir pour le monde réel. C'est ce que mon père m'a fait. Je pensais que c'était normal. C'était peut-être normal pour vous, a gentiment ajouté le docteur Levine. Mais cela ne veut pas dire que c'est sain. La participation de Trevor à la thérapie était irrégulière mais de plus en plus engagée. Il s'était retiré de l'université pour réévaluer sa voie. Prenant un emploi d'assistant dans un centre de rééducation sportive tout en réfléchissant à ses options. Lors d'une séance particulièrement intense, il a annoncé « J'en ai fini de vivre la version de papa de ma vie. Je retourne à l'école, mais pour faire de la kinésithérapie, pas du commerce. » Et la désapprobation instinctive de mon père était visible, mais pour la première fois peut-être, il s'est visiblement retenu. Le progrès n'a été ni linéaire ni universel. Ma mère a fait de réels progrès, en suivant une thérapie individuelle 2 fois par semaine et en retrouvant peu à peu sa voix. Le parcours de mon père a été plus difficile, avec des percées suivies de replis. Certaines séances se terminaient par des cris ou des larmes. D'autres ont donné lieu à des moments de véritable connexion. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu des limites fermes. Vivant avec ma grand-mère Eleanor jusqu'à mon départ pour Columbia à l'automne. J'ai établi des conditions claires pour le contact et j'ai refusé de m'engager lorsque de vieux schémas émergeaient. 5 ans ont passé. J'ai obtenu mon diplôme de 1er cycle avec mention et j'ai été acceptée à l'école de médecine, avec une spécialisation en traumatologie pédiatrique. Et la thérapie familiale s'est poursuivie de manière sporadique, avec des niveaux de participation et de réussite variables. Ma relation avec ma mère avait évolué vers quelque chose de prudemment positif. Elle avait demandé la séparation d'avec mon père pendant ma 2e année d'université, une décision qui avait choqué tout le monde mais qui s'était finalement avérée salutaire pour son rétablissement. Elle a vendu la moitié de son entreprise immobilière, s'est installée dans une modeste maison de ville et a commencé à faire du bénévolat dans un centre d'accueil pour femmes. J'essaie de devenir la personne que j'aurais dû être depuis le début.
C'est ce qu'elle m'a dit lors d'un de nos appels téléphoniques désormais réguliers. Le parcours de mon père a été plus compliqué. Les malversations financières avaient mis fin à sa carrière au sein du prestigieux cabinet, bien qu'il ait fini par trouver un emploi dans un cabinet plus petit. Ses progrès en thérapie étaient irréguliers. Sa capacité à reconnaître son rôle dans le dysfonctionnement de notre famille variait énormément en fonction de son niveau de stress et des circonstances. Notre relation est restée distante mais civile, avec des limites soigneusement négociées et des contacts limités. Trevor et moi, étonnamment, avions développé un véritable lien fraternel. Après avoir obtenu son diplôme d'assistant en kinésithérapie, il avait trouvé sa vocation en travaillant avec des athlètes blessés du secondaire. Nous nous envoyions régulièrement des SMS et nous nous retrouvions pour dîner chaque fois que j'étais en ville. Lors d'un de ces dîners, il a plaisanté en disant « Vous vous souvenez quand nous ne pouvions pas être dans la même pièce sans nous disputer ? Maintenant, regardez-nous, des êtres humains fonctionnels en train de discuter. » Le jour de la remise de mon diplôme de médecine, ils étaient tous là. Ma mère, mon père, assis séparément. Trevor, les deux grands-mères et plusieurs amis qui étaient devenus ma famille d'élection au fil des ans. Le contraste entre cette réunion et notre dynamique familiale 7 ans plus tôt n'aurait pas pu être plus marqué. Après la cérémonie, mon père s'est approché de moi maladroitement, tenant un petit paquet emballé. « Je suis fier de toi », a-t-il dit, les mots lui étant manifestement difficiles à prononcer. « Tu as fait cela malgré nous. Pas à cause de nous. Je le sais maintenant. » À l'intérieur du paquet se trouvait la montre à gousset de son grand-père, un objet de famille que j'avais toujours admiré lorsque j'étais enfant, mais dont on m'avait dit qu'il reviendrait à Trevor en tant que fils unique. Elle doit aller à la personne qui lui accordera de la valeur, a-t-il simplement déclaré. Et il ne s'agissait pas d'une transformation complète ou d'une réconciliation hollywoodienne parfaite. Mon père était toujours mon père, difficile, parfois égocentrique, un travail en cours. Mais c'était une reconnaissance, et après tout, cela signifiait quelque chose. 2 mois après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme de soutien pour les adolescents issus de foyers en difficulté. L'une des filles, Zoé, me rappelait douloureusement la personne que j'étais à 13 ans. Brillante, renfermée, portant les blessures invisibles d'une négligence émotionnelle. Après avoir gagné sa confiance au cours de plusieurs séances, j'ai proposé de la conduire à un programme scientifique spécial à l'université locale. Alors que nous approchions du campus, qui se trouvait à proximité d'une gare, j'ai remarqué qu'elle devenait tendue, les yeux fixés sur le bâtiment de la gare. Ma mère m'a laissé à la gare une fois. Elle m'a dit doucement. Elle a dit qu'elle reviendrait tout de suite. Elle est partie pendant 6 heures. L'écho de ma propre expérience m'a frappé avec une force physique. J'ai arrêté la voiture et je me suis tournée vers elle. À l'âge de 13 ans, je lui ai raconté que mes parents m'avaient laissé dans une gare à 200 km de chez moi, pour rire. Ils voulaient voir si j'étais capable de retrouver mon chemin tout seul. Ses yeux se sont écarquillés. « Que as-tu fait ? » « J'ai survécu, ai-je dit. J'ai trouvé de l'aide. J'ai tout documenté. Et finalement, j'ai construit une vie où j'ai décidé qui avait accès à moi et à quelles conditions. Ont-ils jamais dit qu'ils étaient désolés ? Vraiment désolés ? Ma mère l'a fait. Mon père a fini par le faire à sa manière. Mais surtout, j'ai appris que si nous ne pouvons pas choisir notre famille biologique, nous pouvons choisir les personnes que nous autorisons à faire partie de notre vie. Nous pouvons établir des limites. Nous pouvons exiger le respect. J'ai pointé du doigt les bâtiments de l'université devant moi. Et nous pouvons utiliser nos expériences, même les plus douloureuses, pour devenir des personnes plus fortes et plus compatissantes qui brisent ces cycles. Alors que nous nous dirigeons vers le programme scientifique, j'ai réfléchi au long chemin parcouru depuis cet enfant terrifié de 13 ans à Greenfield Station jusqu'à la personne que je suis devenue. Et la blague destinée à m'humilier avait été le catalyseur qui m'avait permis de trouver ma force, ma voix, en fin de compte. Ma raison d'être. La famille dans laquelle j'étais né avait été brisée dans ses fondements, mais grâce à des connaissances durement acquises, à des limites fermes et au soutien de ceux qui se souciaient vraiment de moi, j'avais réussi non seulement à survivre, mais aussi à m'épanouir et à aider les autres à faire de même. C'est peut-être la revanche la plus satisfaisante de toutes. En repensant à tout ce parcours, je me demande encore combien d'autres personnes ont vécu des trahisons familiales similaires. Et si vous avez déjà dû vous opposer à une dynamique familiale toxique ou créer des limites avec des personnes qui auraient dû vous protéger,
N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver le courage de rechercher le respect qu'il mérite. Si cet article vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour recevoir d'autres histoires vraies sur la guérison familiale et l'épanouissement personnel. Et si vous connaissez quelqu'un qui est aux prises avec un traumatisme familial, le fait de partager cette histoire pourrait l'aider à se sentir moins seul. Merci d'avoir été témoin de mon histoire. Parfois, le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls à vivre ces expériences est le premier pas vers la guérison. Soyez gentil avec vous-même et rappelez-vous que la famille que vous choisissez peut être plus importante que celle dans laquelle vous êtes né.